c'est la ligne phare. Hein? Je nous amène aujourd'hui au Texas. On vient à la rencontre d'un coach très célèbre ici aux États-Unis, que beaucoup connaissent sûrement. Quelqu'un qui fait des merveilles, non seulement dans la communauté, mais je dirais plus autour du monde. Son histoire est passionnante. C'est très important qu'il nous raconte, et c'est le but de la vidéo, d'où il est parti à où il est aujourd'hui. Parce que beaucoup voient l'argent qu'il fait, l'influence qu'il a, mais beaucoup ne sont pas au courant de son parcours. Donc on est là aujourd'hui pour parler de ça, et pour ce faire, on accueille le coach Raphaël Diné. Bonjour coach. Bonjour, bonjour Stéphane. Je veux t'appeler Raphaël, non? Parce qu'on sait que ouais, Raphaël. Ouais. Raphaël, merci beaucoup Raphaël. Mais Raphaël, déjà merci de nous avoir accueillis chez toi, parce qu'on est chez toi. Et juste pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux t'introduire à la communauté? En effet, je suis Raphaël Diné, votre serviteur. C'est tout? Non, c'est tout. C'est tout. C'est très bon. Raphaël, dis-nous. Il y a tellement de choses à couvrir, mais je pense qu'on va commencer par la base. Hein. OK. Qui es-tu? Qui est Raphaël Diné? Je pense que je suis vraiment ce jeune Camerounais qui travaille vraiment beaucoup pour donner la possibilité aux autres d'opérer à partir de leur meilleure version. Vraiment. Ouais. Okay. Et juste un peu pour en savoir plus sur ton parcours, je t'ai entendu dire que tu es Camerounais. Oui, je suis Camerounais, oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance? Est-ce que c'est une enfance facile? C'est une enfance difficile? La vie était très belle? Ou c'était compliqué, quoi? Je viens d'une famille très, je ne dirais pas modeste, ça ce sera le mot correct, mais extrêmement pauvre. Moi et mes 8 frères, nous sommes 9. Donc, on a passé l'enfance vraiment difficile quand la crise économique avait frappé le Cameroun. Je ne sais pas si c'était en 80, avant 2090 quand même, parce que je sais que c'était avant les mondiales 90. Bon, avant ça, tout allait très bien. Mon papa qui était commerçant, quand la crise a frappé, bon, il est rentré au village, comme on a l'habitude de dire. Et directement, à l'âge de 12 ans, on était abandonnés à nous-mêmes, quoi. Il fallait qu'on se batte pour chercher quoi manger chaque jour de nous-mêmes. Donc, c'était ça les débuts, parce que quand papa était là, c'était un peu différent. Mais après cette crise, les choses ont un peu changé. Donc, ma sœur aînée, elle est allée en mariage. Et puis, j'étais là avec ma grande sœur Émilie. Bon, la vie était vraiment dure. Quand je dis dure, on ne savait pas quand est-ce qu'on devrait avoir notre prochain repas. On n'avait pas de lumière chez nous. L'ampoule qu'on avait à la maison, l'interrupteur était chez le voisin. C'est pas possible. Oui. Donc, on attendait la lumière le soir et la lumière partait après. Okay. Donc, ce n'était pas trop ça. Vraiment, c'était difficile. Et je pense que peut-être aujourd'hui, quand je regarde la vie, je me souviens toujours de ce parcours qui était vraiment difficile. Et avec ça, comme papa n'était pas là, j'ai commencé par aller chercher des vieilles chaussures dans la poubelle, des vieilles bouteilles, de l'aluminium pour vendre et avoir quelque chose à manger. Je me souviens, chaque jour, je me proposais aux voisins, s'ils ont quelque chose à faire, s'il faut laver les assiettes ou balayer la cour pour avoir droit au repas. Wow. Et ça, tu avais quel âge à peu près? Je crois 12 ans. Ouais, wow. 12 ans, ouais. J'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans. Donc, quand je regarde le parcours, c'était pas facile.
j'ai cru comprendre que tu es arrivé quand même ici à l'âge assez jeune, mine de rien. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période de transition, justement, entre le moment où vous devriez vous battre vous-même au moment où tu arrives aux États-Unis? Je pense que quand je suis arrivé, c'était au cours moyen 2, directement, bon, parce que papa envoyait l'argent pour l'école et tout, directement c'était difficile parce qu'on était repêché au CS de Bafang. La première année qu'on avait créé le CS de Bafang, nous autres qui avions échoué le concours d'entrée en 6e, donc on nous a repêchés au CS de Bafang. Okay. Mais avant ça, même au niveau de l'école primaire, je faisais partie de ceux-là qui étaient renvoyés tout le temps parce qu'on n'avait pas l'argent pour continuer l'école. Ce qui fait que parfois, comme je ne pouvais pas rester au quartier, je suivais les enfants qui allaient à l'école. On appelait notre école l'école des filles dans le temps. Donc je suivais juste les enfants. Dès qu'ils entrent à l'école, moi aussi je me cache sous une fleur pour attendre le retour. Donc quand ils ressortent, je les surveillais pour entrer. Et en cette période, l'école, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait l'école allait jusqu'à 11h30 et de 14h30, je crois, à 17h30. Ouais. Et partant de là, on était repêché au CS. Et bon, tout s'est arrêté en 6e. Yeah. Comment ça, tout s'est arrêté en 6e? Puisque je ne pouvais plus continuer, il fallait... Oh, donc tu as arrêté l'école en 6e? En 6e, oui, en 6e. C'est pas possible. Ouais. Non, mais ça rend l'interview tellement plus intéressant. Ça, je ne savais pas. J'ai arrêté. Je ne crois même pas que j'ai fini la première année. J'ai fait juste le premier. Donc, tu n'as pas de BPC, tu n'as pas de baccalauréat et tout? Non. Waouh! Ok, donc comment tu fais pour arriver ici aux États-Unis? Bon, après cette période, puisque je ne pouvais pas continuer à rester au quartier, j'ai commencé à... Je suis allé habiter avec ma grande sœur, ma sœur aînée. Okay. Et je n'avais pas de travail et j'ai commencé à passer le temps dans le club de judo, là où les gens sont entraînés chaque jour avec Maître Kingé, le président de la fédération de judo aujourd'hui. Il venait fraîchement de rentrer de Paris. Okay. Donc c'est comme ça que je passais le temps au club pour accompagner les autres dans les entraînements. Et c'est de là que je me suis vraiment engagé dans le sport. Ouais, j'ai commencé à pratiquer le judo à Black Panthers. Dans le temps, on était à Dragage. C'est où ça, à Yaoundé? À Yaoundé, oui, à Yaoundé. Donc c'est... Bon, entre autres aussi, je me suis lancé dans l'imprimerie d'une façon parallèle. Bon, peut-être avant l'imprimerie, quand j'étais au judo, je vendais aussi le Ndinja. Vous connaissez le Ndinja, c'est un peu comme le Coca-Cola. Très bien. Donc je vendais sur la tête. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le jus de gingembre. Oui, le jus de gingembre. Donc je vendais cela sur la tête. Et après ça, j'étais dans le commerce de la friperie et je vendais juste des chaussettes au marché Mokolo. Donc, wow, tu as aussi fait Mokolo? Oui. Je vendais les chaussettes au marché Mokolo, la friperie. Et donc, entre-temps, je continue aussi avec le sport jusqu'à... on a eu une compétition ici avec la US Open. Notre équipe du Cameroun, nous sommes venus pour la compétition. Et c'est là où la vie a commencé aux États-Unis. Nous tous, on a disparu, même l'interprète. Vous tous là, même l'interprète. Même l'interprète a disparu. Et là, tu avais quel âge? Je crois 19 ans, 20 ans. Oh waouh, tu es quand même arrivé tôt ici. Hein? Oui, 20 ans. 19 ans, 20 ans. Et donc, quand tu arrives, qu'est-ce qui se passe? Bon, quand je suis arrivé, tout était différent. Je suis pleinement francophone. Directement, c'était vraiment difficile parce que nous tous, on était des francophones. Et notre traducteur, à un moment, il nous avait laissé pour se jeter à Arizona. Donc, moi et
mes amis judokas, on a commencé vraiment à se battre. On était d'abord à l'hôtel. Et après, il y a un monsieur qui nous a accueillis. Dans le temps, c'était à Atlanta, Eddie Medio. Il nous a accueillis, il nous a dit hey, gars, vous avez 4 jours, chacun doit se battre. Après 4 jours, vous devez partir parce que le gars, il était vraiment très bon. On était presque 9 dans sa maison. C'était pas facile pour lui. Je me souviens vraiment, sa femme, toute la famille, c'était pas facile. Bon, on a chacun s'est battu. On n'avait pas de la famille ici. Et brusquement, je me suis retrouvé avec un confrère camerounais qui s'appelle Alain Nwanga, qui m'a accepté chez lui. Il m'a donné une petite chambre à $500. Il dit, bon, tu sors, tu te bats. Et Ça, c'était où? Dans quelle ville? C'était à Swanee. Swanee, quel état? En Géorgie. En Géorgie? Oui, ouais, Oh, dans l'état de la Géorgie. Okay. Yeah. On était actually à Sugar Hill, Okay. la ville de Sugar Hill, ouais, dans Swanee Down. Okay. Yeah. Donc c'est comme ça que, bon, tout est parti comme ça. Et comme quand je suis arrivé, c'était difficile pour nous d'avoir le travail parce qu'on ne pouvait pas communiquer avec les autres. Je peux regarder, je me suis dit, mais tout ce que j'ai, c'était juste un peu de force. Et j'ai commencé à utiliser la minivan que j'avais pour porter les cartons d'un point à l'autre. Et après, je me suis battu, j'ai eu un petit camion. Donc, c'est comme ça que tout est parti. Donc, si je comprends bien, tu parles de porteur de camion, de carton? Oui, avec la minivan. Minivan? Oui, après, j'ai acheté un camion et puis je me suis lancé dans le transport. Mais tu faisais comment? Est-ce que c'est que tu épargnais ton argent ou est-ce que tu t'es tourné vers des personnes peut-être pour t'aider à financer le truc? Ou c'est un mélange de tout ça? Oui, je pense que c'était vraiment un mélange de tout ça. Okay. Je ne crois pas que j'épargnais vraiment parce que quand j'ai commencé le transport, j'avais $1500. Ouais, $1500 qui ne représentaient pas grand-chose vraiment. Okay. Mais le monsieur qui m'a vendu le premier camion m'avait vendu à $4500. Il a pris les $1500 et il m'a donné le camion. J'ai utilisé le camion pendant presque 2 semaines et puis je lui ai payé l'argent. Donc, c'était vraiment un miracle. Je me souviens, c'était vers le 15 ou bien le 18 décembre, comme ça, pendant la fête. Donc, les gens avaient acheté des fournitures, voulaient qu'on délivre leurs fournitures et la demande était vraiment forte. Donc, j'ai utilisé ce camion pendant une semaine. J'ai eu assez d'argent pour payer le camion. Puis une question un peu indiscrète, un peu plus profonde. Pourquoi tu as choisi cette option-là? Pourquoi ne pas continuer à porter les cartons? Je voulais gagner plus et avec les cartons, j'utilisais la minivan et directement, je pouvais faire $150 par jour, mais avec le camion, j'avais beaucoup plus d'options. Je pouvais déménager des familles à $500, $800, $1000. Donc, la demande, même certains magasins, voulaient plutôt quelqu'un qui a un camion, qui peut prendre des fournitures ou bien des pièces beaucoup plus larges. Ok, donc tu t'es rendu compte quand même l'opportunité est plus avancée du côté des camions? Oui, beaucoup plus avancée. Wow. Ouais. Okay. Quand j'avais un camion, j'allais à l'église à All Nation, dans la ville de... All Nation était à Swanee en cette période. Et puis, brusquement, j'ai rencontré John. Il est venu prêcher dans notre église une fois. John de la John C. Maxwell. Oh, yeah. le très connu John Maxwell? Ouais. Wow. Donc, il est venu un jour, j'ai vu un blanc. Il vient, il n'a pas ouvert la Bible, il n'a pas récité beaucoup de versets. Il a juste dit deux mots. Et après, il a fermé la Bible, a enseigné pendant presque 1 heure de temps. Et tout ce qu'il disait, c'est comme s'il s'adressait à moi.
À la fin, j'ai retenu quelque chose. Il nous a enseigné, comme l'église, notre pasteur Franck Ofoso-Appiah, il est ghanéen. C'était une église vraiment pleine des Africains. Ouais, j'allais même là, dans cette église parce que c'était la seule place où tu pouvais voir les Noirs. Ouais. Donc, quand il a fini, pour résumer, il a dit ta couleur ne peut pas définir ton futur. Ton accent ne peut pas définir d'où tu viens, ton niveau d'études. Il a cité presque 4 choses. Il a dit ça ne peut pas définir ton futur. Mais tu peux décider de changer ton futur, de changer ta destinée et tout. Et ce jour, quelque chose est descendu sur moi. Je me suis dit, waouh! Donc, mon père n'est pas président ou ministre, donc je peux le faire. Et puis, mais je me suis dit, mais attends, je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas de diplôme. Comment est-ce que je peux faire quelque chose alors que je n'ai pas fréquenté? Et puis, j'avais l'accent aussi. Je me suis dit, mais attends, j'ai l'accent. Je ne parle pas anglais comme les Américains. Comment je peux percer dans la vie? Et autre, je suis noir. J'étais dans une ville où on disait, ah, les Noirs ne peuvent rien ici. Donc, tu vois, je pense que le monsieur m'avait vraiment délivré ou alors déchaîné, ou il m'avait projeté d'une façon incroyable. À la fin, je suis allé le voir, je lui ai dit, maître, en tant que judoka, quand tu vas apprendre une nouvelle technique, tu vas chercher un maître. Je lui ai dit, maître, je veux que je lui ai dit, m'entraîner. Entraînez-moi. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, ça c'est une technique, il faut qu'on m'enseigne cette technique. Il a dit, Raphaël, prends ce livre. Il m'a donné le livre les 15 lois de la croissance. Je suis rentré, j'ai lu le livre. En ce moment, il vivait à Lawrenceville. Il vivait vers Lawrenceville. J'ai dit, waouh! Je suis allé dans son église et puis j'ai pris beaucoup d'autres livres. J'ai commencé à lire. Et vraiment, ça c'est là où tout a commencé à changer vraiment dans ma vie. Et puis j'ai compris que ce que John avait dit, c'était vrai. Si je veux quelque chose, je dois devenir la personne qui peut avoir cette chose. Et je me suis retiré de mon business. J'ai commencé à travailler sur moi-même. Je suis rentré chercher des livres pour apprendre l'anglais. Donc, j'ai commencé à apprendre l'anglais moi-même. J'ai pris des cassettes, j'ai écouté. J'ai arrêté les chaînes en français. Je me suis focalisé sur tout ce qui est en anglais. Et puis, directement, j'ai vu la transformation parce que j'avais commencé avec un camion. Je me suis retiré. À moins de 2 ans, on était déjà presque à 4 camions. Quoi? Oui, à 4 camions. Et donc, plus je travaillais sur moi, plus je voyais comment est-ce que je pouvais grandir. Et pour couper court, avec le temps, on a élargi l'entreprise dans beaucoup d'autres États. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je suis venu m'installer au Texas. Okay. Dans ma philosophie normale, j'avais beaucoup de raisons pourquoi je ne devais pas émerger ou bien je n'allais pas bien m'en sortir comme je pouvais désirer. Mais plus je m'entraînais avec John, je lisais, je comprenais que je dois prendre ma vie en main. Ce que mon père ne m'a pas donné, je peux le faire et aussi donner à mes enfants. Donc, directement, je me suis dit, mais attends, tiens, c'est pas vrai. Je peux faire quelque chose de différent ou bien quelque chose de mieux. Je n'ai pas besoin de prendre ça comme une raison pour ne pas vraiment vivre à partir de mon plein potentiel. Wow. Ouais. Donc, directement, les choses changeaient vraiment. J'ai vu beaucoup de transformations. Mon entreprise, j'ai essayé de retravailler, recadrer par rapport à la société parce que j'étais dans le transport, il fallait donner un meilleur service pour gagner ma vie. Donc, je travaillais sur moi et mon équipe pour vraiment mieux servir nos clients et directement, les retombées étaient différentes. C'est fort hein, ce que tu dis là. Ce sont des limitations que tu te mettais dans la tête. Ouais. Et on les a tous. Hein. Tu te disais que tu n'es pas éduqué, tu viens d'une famille qui n'est pas aisée. Ah, mais je pense que ce n'était pas seulement ce que je m'étais mis dans la tête, c'était ce qu'on appelle la croyance de là où je suis sorti. Parce que
nous sommes le produit de notre environnement. Quand je regardais dans ma famille, personne n'avait jamais une voiture, mon père n'a même pas eu un vélo. Et puis, je m'étais désassocié de ce qui est normal. Je ne croyais pas que je pouvais vraiment travailler sur moi et être la personne qui peut accomplir ce que je rêvais le faire un jour. Donc, avec John, et quand je suis parti de John, John m'a référé à Bob Proctor. Et surtout, Bob m'a aidé à enlever des pensées limitantes. J'ai compris que non, mais attends, je peux redéfinir ma vie, où je vais aller. Et puis, mon futur n'avait pas beaucoup de choses à dicter par rapport à cela. Je n'étais pas obligé de continuer à penser, peut-être comme les gens qui sont sortis d'où je suis, ou alors je pouvais revoir les choses d'une autre façon. J'ai commencé à travailler beaucoup sur moi-même, je me suis auto-formé. Et c'était la solution pour enlever mes frustrations. Parce que quand j'étais frustré et bloqué, il fallait que je rentre, je me demandais, OK, qui a déjà fait ce que je veux faire? Donc, il fallait que j'aille lire les biographies, je lis sur les experts dans le domaine, surtout du transport. Et je faisais aussi beaucoup de séminaires. Donc, j'allais aussi dans beaucoup d'autres séminaires, m'éduquer. Et tout cela, chaque jour, je trouvais les choses encore beaucoup plus faciles et puis d'autres façons pour mieux servir, quoi. Ce qui me fait poser une question, parce que tu as parlé d'auto-formation, de formation. Juste mentionner un truc, parce que dans la communauté, il y a tellement de gens qui ne voient pas l'importance de se former. Ils se disent qu'ils peuvent se débrouiller, entre guillemets, et percer, donc réussir. Alors que toi, tu as vu la transformation justement s'opérer lorsque tu te formais et que ça a amené un changement dans toi. En effet, tu vois, le développement personnel et quand tu travailles sur ton leadership, dans les affaires, c'est l'obstacle qui est le chemin. Donc, comme l'obstacle est le chemin, chaque jour, on doit devenir cette nouvelle personne qui peut faire face à l'obstacle que nous avons devant nous. Parce que ce soit les clients sont mutants. Les clients changent chaque jour. Et directement, dans mon cas, chaque fois quand je faisais des séminaires, je lisais dans certains domaines, directement, j'étais beaucoup mieux préparé et équipé pour faire face à certains obstacles, aux obstacles de l'entreprise. Et directement, j'étais vraiment passionné par le self-learning. Donc, pour moi, parfois, je me réveille, jusqu'à présent, même à 3 heures, je veux apprendre, je veux lire, je veux une biographie. Parce que, tu vois, quand tu te réveilles le matin, tu fais face à la vie, c'est comme si tu étais prêt. C'est comme si tu étais prêt. Donc, et puis ça, c'était devenu une habitude maintenant. Et après, j'ai commencé à me lancer dans d'autres domaines, l'immobilier. Et puis, tu vois, dans l'immobilier, il y a beaucoup de challenges. Et chaque fois, tu te sens mieux quand tu es formé. Tu réapprends. Comme on dit, you unlearn. Et puis, tu réapprends encore. Certaines choses que tu croyais à ça ou tu savais que c'était comme ça, il faut un mécanisme pour enlever dans la tête et remettre ce qui doit marcher. Est-ce que c'était facile à faire? Ce n'était pas facile. Ce qui m'a toujours motivé, c'est d'abord mon enfance. Parce que quand je pense à mon enfance, ça m'effraie. Et je n'aimerais pas que mes enfants expérimentent ça. Et je n'aimerais pas qu'une autre personne expérimente ce genre de vie. Donc, comme j'ai des ambitions personnelles dans mon plan de vie, donc tout ceci m'encourageait à continuer, à pousser avec la formation, à me capaciter mieux, à travailler sur mon leadership. Et aussi, tu vois, quand tu as des entreprises, tu veux mieux faire chaque jour. Tu veux mieux faire, tu gères le personnel, tu gères les clients, tu as des mauvais clients, tu dois gérer le gouvernement, tu dois gérer les taxes, tu dois gérer les conflits internes, tu dois gérer la famille, tu dois gérer... Donc, si directement, tu ne te développes pas vraiment pour être à mesure de gérer tous ces trucs qui viennent vers toi,
ce sera très, très difficile. Donc, je pense que ça m'a aussi beaucoup motivé d'avoir la passion pour le développement personnel. C'est beaucoup de bon, des choses tellement vraies, choses tellement bonnes que tu dis, de savoir que ce par quoi on passe, c'est ce par quoi on doit passer, quoi. Rien à voir. Ne pas fuir les obstacles, les confronter, surtout se former, apprendre de ceux qui ont eu les résultats que tu veux avoir et les appliquer au jour le jour. Tout à l'heure, tu as mentionné l'immobilier. Tu peux nous parler de la transition entre les camions et l'immobilier? Qu'est-ce qui te donne envie de te lancer dans l'immobilier? En effet, c'est très curieux parce que l'immobilier, d'abord, j'étais lancé dans l'immobilier comme source de revenus. Vous savez, ici, si vous faites environ, vous faites un montant un peu élevé, vos taxes s'élèvent. Mais si vous faites 1 million de dollars, vous mettez peut-être une bonne partie, 900 000 dans l'immobilier, la taxation va offset dedans. Donc pour moi, l'immobilier, c'était d'abord prendre ce que je gagne dans le transport, je mets dans quelque chose pour ne pas payer beaucoup de taxes. Et c'était mon comptable qui m'avait encouragé de le faire. Donc j'avais commencé comme ça, c'était pour mettre l'argent dans un truc et puis ne pas perdre beaucoup d'argent. Et avec le temps, les choses ont balancé. J'ai eu beaucoup plus d'appétit dans l'immobilier parce que j'ai utilisé une autre approche qui sont des propriétaires immobiliers. C'est tout le monde, sauf beaucoup d'Africains. Parce que nous, on est des locataires et puis eux, d'autres étaient des propriétaires. Donc, mon mouvement et ma motivation aussi dans l'immobilier, c'était beaucoup que vraiment, aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Vous allez au Nigeria, les Chinois ont des immeubles là-bas. Vous allez à New York, les Juifs ont des immeubles. Vous allez en RDC, les Indiens sont propriétaires du centre-ville. Je dis, mais nous, les Africains aussi, on ne doit pas continuer à se plaindre, mais on doit être des propriétaires. Parce que quand on se met dans une ville, par exemple, aujourd'hui, ici à Kenton, nous comptons déjà un peu près de 1200 Africains qui se sont installés. Près de 1200 Africains. Donc, ça fait une très grande différence. Quand on dit 1200 Africains, avec des enfants, des familles, ça pourrait être plus. Aujourd'hui, nous aussi, on peut décider sur la mairie, on peut décider qui va être le House Representative dans la zone. Et on ne sera pas là pour subir seulement. On pourra contribuer et participer aussi aux décisions et comment la ville sera. Et je crois bien que, je suis sûr que d'ici 10 ans, on pourra avoir l'un de nôtres qui est maire de Kenton. Oui, j'en suis sûre. Avec un visionnaire comme toi, je suis sûre. Donc, c'est comme ça que les choses ont basculé. Et vous voyez aussi, quand vous travaillez, il faut diversifier les investissements. Donc, j'ai pensé qu'il fallait que je mette une bonne partie de mon argent dans l'immobilier. Non seulement je gagne de l'argent, mais j'accompagne aussi la communauté, j'accompagne la communauté africaine à vraiment s'installer aux États-Unis et bien s'installer, surtout. Quand tu dis ça maintenant, les gens vont dire « Non, on peut venir aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique, là, ou même en Europe. » Ok, ça, on va parler de cette partie-là, c'est très intéressant parce que je suis... La ligne éditoriale de la chaîne, c'est vraiment aider les Africains, peu importe où ils sont, à se développer financièrement. Si pour ce faire, ils doivent venir aux États-Unis, je suis partante. Partante. Peu importe. Donc, on va sûrement parler de ça tout à l'heure. Tu as parlé d'immobilier et là, on est chez toi. Ouais. La maison est posée sur un terrain de plus de 700 hectares. 700 hectares, c'est un domaine. Ouais. Bon, quand nous sommes arrivés ici, on n'a pas commencé avec 700 hectares. On était environ sur 100 hectares, tout ce côté jusqu'à l'autre côté. On a continué à acheter. On a acheté de l'autre côté de la route. Maintenant, on a acheté au fond du goudron, là où on va visiter tout à l'heure. Donc, notre ambition, c'est 1 million d'hectares et 1 million de maisons.
Donc, c'est ça notre goal. Et nous croyons que c'est possible et nous allons le faire. On s'est donné 20 ans pour arriver à ce niveau. Quand je regarde et quand je pense à ça, la communauté africaine, on sera 2 milliards d'ici peu. Si on prend les Africains de la diaspora et mélangés, peut-être on peut être plus de 2 milliards déjà. Donc 1 million, c'est rien dans 2 milliards. Donc si on voit ça de cette façon, et surtout on ne vend pas seulement aux Africains, nous avons des clients mexicains, nous avons les Noirs américains, nous avons les Caucasiens, donc nous vendons à tout le monde. Avec la mondialisation aujourd'hui, les hommes d'affaires africains sont en train d'investir aussi aux États-Unis, comme les Américains investissent en Afrique, les Chinois investissent en Afrique. L'Amérique, c'est un pays ouvert, très, très, très ouvert, et un pays de capitalisme. Donc, quand vous avez un bien immobilier aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages aujourd'hui. Et moi, je pense que la communauté africaine, les Africains sont bien intelligents. Beaucoup de gens disent non, 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 rentrons investir en Afrique, rentrons construire l'Afrique, rentrons. C'est très, 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 c'est bien beau. Moi, j'aimerais le faire. Mais la question, c'est quoi? Comment est-ce que les Chinois ont construit la Chine? Ils sont venus dans partout chercher les ressources pour rentrer, construire leur pays. Si on se dit non, on reste au village, on n'ira pas à... Bon, mon cas, par exemple, je suis de Bafang. Si je dis non, non, attends, laisse tomber Yaoundé, laisse tomber Douala, reste au village. Comment est-ce que tu vas te développer pour construire le village? Parfois, il faut aller vers d'autres pays, surtout ceux qui sont déjà là où nous on veut arriver. On prend l'expérience, on investit et on fait rapatrier les fonds. J'ai un ami chinois, en effet, il vit en Chine. Il a plus de 30 maisons ici, dans la ville. L'une des maisons où on était à Cedar Hill, on mettait l'argent dans son compte. Il n'est jamais venu aux États-Unis. Jamais venu. C'est les property managers qui changent de jour tout le temps, tous les années. Donc, la personne est en Chine et il a assez d'argent pour faire ce qu'il faut faire en Chine. Donc, je pense que les Africains ne doivent pas dire non, 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 il faut seulement qu'on reste dans notre pays. D'ailleurs, la diaspora constitue la puissance de beaucoup de pays. Moi, je disais à certains amis congolais que, est-ce que vous savez combien la diaspora congolaise envoie au Congo? Le budget du Congo, c'était 4 milliards avant. Alors que la diaspora congolaise, ils envoient plus de 20 milliards dans le pays. Plus de 20 milliards. Même le nouveau budget qui est 16 milliards. La diaspora a un pouvoir d'achat très très fort que l'économie locale. La même chose au Cameroun. Le Cameroun n'est pas construit par l'argent du Cameroun, non. L'argent sort de la diaspora. Donc, directement, si on veut se dire non, 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 les Africains pour l'Afrique et puis les Occidentaux pour l'Occident. Pourquoi les Américains, tout ça, ils viennent acheter les minéraux chez nous? Donc, il faut juste être intelligent. Nous sommes à une époque où le monde est devenu un petit village et chacun doit se positionner d'une meilleure façon pour le développement du pays. Permets que je prenne notre exemple encore. Tu vois, dans chaque famille africaine, il y a une personne à l'étranger. Et le budget de la famille sort de l'étranger pour nourrir la famille. Je ne sais pas, je ne connais pas ton cas, mais je crois que beaucoup pourront témoigner que l'école, c'est un des frères qui est à la diaspora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que directement, d'une façon sage, si l'Afrique, supposons que nous sommes 2 milliards, on prend peut-être 200 millions, seulement 200 millions, qui représentent 10%. On envoie la diaspora. Les 200 millions pourront susciter les fonds qui dépassent l'aide combinée que tous les pays envoient en Afrique chaque année. Ils pourront susciter ça en un mois. En un mois seulement. Donc, et puis, ce n'est pas quelque chose qui est étrange. C'est le modèle de la Chine. Les Chinois ont envahi l'extérieur et ils ont rapatrié les fonds. Ils sont partis du dernier pays de la Terre à
la première puissance. Mais Raphaël, tu dévoiles toute la stratégie de ma chaîne. Il dévoile toute la stratégie. C'est pour ça que beaucoup me demandent, mais pourquoi tu retournes en Afrique? Je leur dis souvent que, pas nécessairement, je n'ai rien contre. Ouais. Mais je suis plus pour comment multiplier l'argent, peu importe où vous êtes. Ouais. Mais la stratégie, j'ai fait une vidéo comme ça qui est devenue très virale, que c'était pas le but à tout prix. Je demande aux gens de sortir de l'Afrique. Ouais. Parce que franchement, je dis, mais sortez de l'Afrique. Ouais. Venez apprendre. Ouais. Je voulais pas dire venez prendre. C'est ça que j'ai dit, bon, venez apprendre, ok? Venez apprendre, venez contribuer. Ouais. Venez faire ce que vous pouvez et puis vous rentrez avec non seulement la connaissance, mais le capital. Le dollar, l'euro de la diaspora est puissant. Ça a de la puissance. Très, très puissant. Et je suis tellement contente. Tu sais, depuis que je parle avec les gens, tu es le premier qui mentionne ça. Non, mais c'est... Tu es c'est le premier. On peut t'appeler milliardaire, non? Même comme tu ne veux pas qu'on t'appelle milliardaire. Même qu'il ne veut pas qu'on l'appelle milliardaire. C'est le premier, c'est-à-dire que la vision est tellement claire dans ma tête et c'est vraiment un honneur pour moi de t'entendre parler de ça. Ouais. Moi, j'ai échangé avec beaucoup de leaders africains. Je leur ai dit, si vous voulez l'émergence de votre pays, aucun Africain n'ira à l'étranger et devenir blanc ou bien devenir européen. C'est impossible. Tous ces Africains, ils ont la famille en Afrique. Ils ont leur maman, ils ont leurs parents, ils ont leurs frères, ils ont les cousins, ils ont toute la famille. Et chaque personne à la diaspora aimerait rentrer dans son pays. Ce n'est pas nous aujourd'hui, c'est l'histoire du temps, dans la Bible. Même les enfants hébreux qui sont allés en Égypte, chaque jour voulait rentrer dans leur pays. Donc, personne ne peut quitter son continent ou bien son pays et se dire non, c'est fini, je suis parti. Non! On veut toujours rentrer. Si vous interviewez les gens de la diaspora, tout leur souci, c'est de rentrer directement pour stimuler l'économie d'un pays. Surtout pendant ce temps de la mondialisation, le monde est devenu un petit village. Il faut permettre que la population aille visiter d'autres pays et voie comment on fait les choses. Prenne les nouvelles connaissances pour rentrer maintenant développer le pays. Donc, par exemple, si je prends le cas de la RDC ou le Cameroun, un policier, par exemple, en RDC gagne $60, ce qui est environ 30 000 francs CFA. Ah oui. Le même policier, s'il est ici aux États-Unis, il lave seulement les marmites, les assiettes, il change les burgers dans le McDonald's, il aura $2 000. De $60 à $2 000. Vous voyez, ça veut dire que si on prend 1 million, par exemple, de Congolais, on les amène aux États-Unis, ils vont seulement travailler au McDonald's. Multiplie $2 000 fois 1 million. Tu vois, ils pourront changer presque tout dans le pays. Et ça, c'est par mois. Et tu multiplies maintenant par 12. Ça fait $24 000. Quelqu'un qui gagne $600 passe de $600 à $24 000 par an. C'est beaucoup pour l'économie du pays. Parce que dès que la personne construit au pays, il emploie les jeunes, ça stimule l'économie. Si la personne envoie une voiture, il paye la douane et la voiture au pays, la voiture consomme, ça stimule l'économie du pays. Si la personne envoie un conteneur, même chose. Donc, moi je dirais à tous les Africains de quitter l'Afrique pour venir aux États-Unis. C'est une phrase polémique. Moi, j'ai parlé avec certains amis, ils ont dit non, vous voulez sortir tous les Africains. Je dis, mais si nous, on veut être honnêtes, on ne doit pas les empêcher. Oui, parce que nous sommes le produit de la diaspora. Exactement. Aujourd'hui, j'ai la maison ici, mais j'ai beaucoup investi en Afrique. Ouais. Si ce n'était pas la puissance de l'économie de la diaspora, je ne pourrais jamais le faire. Encore récemment, j'ai cru voir que tu es impliqué dans un projet avec le gouvernement américain au Congo, où on parlait de mettre soit 1 milliard, soit 2 milliards dans... Oui, là, c'est le fonds d'investissement. Okay. Oui, il y a des investisseurs qu'on est en train d'amener en Afrique. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Africains
Les Américains ont besoin des minerais du Congo, ils ont besoin de l'or, ils ont besoin du diamant, ils ont besoin de toutes ces choses. Donc, ils vont chercher ça en Afrique. Donc, nous aussi, Africains, voici un comptoir commercial. Pourquoi on ne vient pas chercher les ressources dont on a besoin? Ça, et on a la fierté de dire non, nous on reste au village, on reste chez nous. On reste chez nous. Pour être quoi? On ne sait pas faire le paracétamol, on ne sait pas faire un vaccin, on ne sait rien faire. Ouais. Et on est fâché qu'on vienne nous vacciner mal. Ouais. Et on reste chez nous, on est fâché. Non, on doit venir contribuer à la fabrication du vaccin. Tout à fait. On doit venir contribuer, participer à tout ce que nous sommes en train de consommer. Tout à fait. Ouais, donc, oui, en effet, au Congo, c'est un fonds d'investissement. Déjà, on a signé un contrat avec les 26 provinces pour les accompagner à développer les provinces, et aussi à capaciter sur les ressources qui existent déjà au niveau local. Okay. Parce que tu vas trouver beaucoup de provinces qui ont beaucoup de challenges, mais ils ont le bois. Ouais. D'autres ont beaucoup de challenges, mais ils sont 13 millions. C'est comme un pays. Donc, nous sommes consultants, on accompagne les provinces. Félicitations pour ça. Je n'ai pas eu l'occasion de te féliciter par rapport à ça. Merci. Ce que tu dis, ça va faire polémique, mais hey, les gars, on est véridique ici. Hein. On est véridique. Pour en revenir sur ton histoire, avant en passant, on va faire le tour de la propriété. Hein. Donc, vous allez voir beaucoup de trop bonnes choses. Donc, restez jusqu'à la fin. Et on va aussi vous parler de quelque chose de spécial vers la fin. J'ai rencontré la dame, Madame Diné. La famille est amazing. Vraiment, c'est... je pense que pour beaucoup, tu vis la vie de rêve de beaucoup d'êtres humains. Beaucoup de personnes qui ne peuvent pas avoir un foyer stable, peut-être des gens qui n'ont pas de famille, des gens qui n'ont pas de support à tout prix. Tu es papa de combien d'enfants? Ah, tu veux vraiment connaître? Il faut qu'on dise, non? Peut-être il faut qu'on garde ceci pour une autre fois. Pour une autre fois, c'est vrai. Ayant une surprise. Bref, tu as beaucoup d'enfants. Ouais. J'ai beaucoup, on va pas. Tu veux dire, ça c'est bon. Non, je garde pour une ça autre pour la fois. prochaine fois. Ouais. Parce qu'il faut que j'ai quand même une surprise. Tu ne peux pas... Hier, on était là, la maison était en vie. Je pense que c'est le rêve de tout être humain, quoi. Être entouré de personnes d'amour et être capable de subvenir aux besoins de ce... Parce qu'en Afrique, on a des gens qui ont une grande famille, mais qui n'ont pas les moyens de subvenir. Et très souvent, tu parles des gens de la diaspora, moi, on m'appelle pratiquement chaque jour il faut que je paye l'école d'un neveu, d'une nièce dont je n'ai jamais connu l'existence, il faut que je paye, il faut ceci. Ouais. Mais toi, tu es quand même dans un contexte où il y a un équilibre plus ou moins. Okay? Tu peux te permettre ça, tu penses à l'avenir de tes enfants. Bon, oui, on est dans une recherche de... On ne va pas parler de rechercher l'argent à tout prix, on se comprend, mais il y a ce potentiel-là de toi que tu pousses et tu disais au départ que tu es un serviteur. Et je pense que c'est à travers le service, souvent les gens ne se rendent pas compte de ça, mais c'est à travers le service que très souvent tu as des retours, ce genre de retours-là. Bien sûr. Et c'est comme ça que vous avez beaucoup d'art, comme Raphaël, n'est-ce pas? Comme Raphaël. Bon, là, maintenant, on va faire le tour de la propriété, que tu nous montres quand même un petit... 1000 mètres carrés sur 700 hectares. Let's go. Mais c'est possible, il ne faut pas que... Moi, avant de clôturer, j'aimerais que chaque personne qui est en train de nous écouter sache que c'est possible. Si tu penses, tu rêves de quelque chose, c'est que c'est possible. C'est ce à quoi tu n'as jamais pensé ou rêvé qui est impossible. Et le grand challenge, c'est que tu peux rêver de faire quelque chose, mais tu ne l'as jamais fait. Et tu seras à l'aise quand tu le feras. Parce que tu as déjà préparé ton... Parce que tu as déjà vu. Ouais. Okay. C'est ça la foi d'ailleurs. Oui. La foi, c'est... Parce que quand je parle de 1000 hectares, par exemple, les gens disent « Ah !» Ça, c'est la folie. Par la foi, le juste vivra par la foi. Oui. Et quand tu t'engages dans un chemin, à chaque fois, comme quand tu prends ta voiture, la nuit, tu te déplaces, tu as une petite lumière, mais chaque fois que tu te déplaces, ça brise l'obscurité jusqu'à ce que tu peux partir d'ici jusqu'en Californie.
La foi, je vous ai parlé de ça plusieurs fois. Non, en fait, la manière dont tu parles, je sens que le milliard de dollars à côté, Raphaël, il faut que reste sérieuse là, mais je sens que le milliard de dollars à côté. Bon, on va faire le tour rapidement. On va te suivre. Hein. OK. Waouh, waouh. Raphaël, mais c'est une vue où tous les problèmes de quelqu'un peuvent s'arrêter là. Ouais. Moi, j'aime bien le village. Ça, c'est le village. Waouh. Le village. C'est très beau. Hein. C'est possible d'être aux États-Unis, mais être aussi au Cameroun. Ça, ou en Afrique. C'est toi qui nous fais réaliser ça. On n'aurait jamais cru, franchement. Ouais. On est aux États-Unis, mais en Afrique. Tu peux nous dire c'est quoi? Ça, c'est ton lac, hein, si je comprends bien. Ouais, ta ouais, rivière. Ça, c'est le lac. Ok. Oui, l'étang est là-bas. Il y a 2 bateaux là-bas, un petit bateau de pêche et... De pêche, dont les gens pêchent là? Oui. Waouh. Mais les bateaux de... Et les jet skis sont plutôt dans le grand hangar là-bas. Peut-être tu vas faire un peu de vitesse dans l'eau avant de partir. On était en Tanzanie ensemble, il ne faut pas me tenter. Ceux qui savent. Yeah. Oh, wow. Cool. Là, Donc tout ça, c'est le chez toi. Oh, oui. C'est fou. Hein? Les frontières sont à perte de vue, vraiment. Ouais. J'appelle les frontières, pas les limites. Mais quand on voit ça, tu ne nous donnes plus envie de rentrer en Afrique, hein, nous là. Non, mais... On voulait rentrer avec la force, mais avec ça là. Non, on ira toujours en Afrique, mais il faut qu'on ait les pieds vraiment à terre, solides, pour descendre, vraiment apporter des solutions. Ouais. En tous les cas, on va visiter l'autre côté, là où il y a les animaux, et puis je pourrais te montrer un peu. En parlant des animaux, là, on a pris le petit déjeuner ce matin. Ouais, là, c'est les poules. On a un peu tout. On essaie de rester bio et cherche à rester connecté sur l'Afrique, quoi. Il ne faut pas perdre nos valeurs. Vos œufs, là, c'est les poules qui les pondent le matin. Ouais. Vous les prenez le matin, ils font les omelettes. Ouais, tu vois, ils sont là, free range. On a les poules, les chèvres, les bœufs. Tout ce qu'on n'a pas, c'est le porc. Je suis en train de réfléchir comment, où mettre le porc. Pour qu'on ait la bonne viande du porc. Wow. Bon, on te suit. Hein. D'accord. J'ai envie d'avoir une piste d'atterrissage ici. Tu vas apprendre à aller à cheval, tu fais là-dedans. Ouais. Si on veut jouer au basket, au tennis, je veux faire aussi un stade de football, de soccer. Comme beaucoup aiment jouer au soccer. Vous voyez, ce que j'aime, c'est la vision, quoi. La personne normale ne va rien voir. Mais lui, il voit déjà le terrain de basket. Il voit déjà le barbecue et tout. Et au moins, dans quelques années, vous allez voir que ça s'est réalisé. Quoi. Non, en juin, quand l'équipe de juin sera ici, ils vont tous loger ici. Parce qu'ils sont en train de nettoyer, arranger. Je ne veux plus que les gens soient beaucoup en ville. Je veux que les gens expérimentent ici. Quand ils sont là, ils sont ici. Quand ils rentrent, qu'ils ressentent vraiment qu'ils étaient ici. Ouais. Qu'ils ne restent pas à l'hôtel.
Pour ceux qui se demandent, Honorable, c'est une des personnalités, c'est également quelqu'un qui travaille avec le Master Coach. Hein. On va accompagner Master Coach parce que c'est un visionnaire. Ouais. Déjà, quand il parle d'un guest house ici, moi je suis en train de voir, comme il parle de Kinshasa, construire quelque chose avec le style traditionnel, avec des pailles. Des paillotes restaurants, et tout ça. Style traditionnel, mais moderne. Ouais. Ici, je veux que ce soit une place où si quelqu'un veut venir passer seulement le week-end, peut venir là, il a une chambre comme au village là. Il entre dedans, il est là, il est à l'aise avec tous les autres gens. Parce que entre ce site et l'autre site, on aura beaucoup de résidents. Let's go, next stop. Bon, on va prendre ce petit bijou, comme vous voyez. Un petit bijou, c'est un gros bijou, un gros bijou. Ouais. On va aller visiter la propriété parce que là, on a fait un tour et vous n'avez même pas tout vu. Hein. On a vu juste une partie. Là, je pense qu'on va aller auprès du lac, près de l'eau. Il y a un endroit où il pêche, comme vous l'avez entendu dire un peu plus tôt. Et il y a une forêt. Il a sa propre forêt, c'est ridicule. Hein. Il a ses rivières, ses fleuves, il a ses forêts. Il a ses ranchs, ses domaines et tout. Et il permet aussi aux gens de la communauté d'avoir pour eux, quoi. Comme tout à l'heure dans la maison, c'était la maison d'un client, une personne de la communauté. Vous avez vu ces employés américains là. On pense qu'on rêve grand, mais tu te rends compte que non, non, ne te mets pas de limites. Ne te mets pas 1 million d'hectares de terrain, vous imaginez ça? Wow. Oh my God. Bon, Raphaël, nous venons de visiter ton domaine et c'est un domaine que tu donnes la possibilité à d'autres personnes d'avoir également, comme la maison qu'on a vue un peu plus tôt. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu aides les Africains, justement? Ici, comme vous l'avez remarqué, nous avons la vision d'avoir une cité, une ville. Et la priorité, c'est d'abord les Africains. Ouais, bon. C'est pas qu'on n'accepte pas d'autres, mais la priorité, c'est les Africains. Et nous savons comment le système de crédit, c'est parfois ici. Donc nous-mêmes, nous accompagnons les Africains à être des propriétaires et on peut financer jusqu'à 30 ans. Donc quelqu'un peut venir choisir un site, il fait la compte de 10% et puis il s'installe, il fait sa maison et puis il paye doucement pendant 30 ans. Est-ce que la personne a besoin d'être au Texas pour le faire? Non. Okay. Avec nos agents de vente, ils peuvent appeler, on doit les expliquer les procédures de qualification. Surtout, ils doivent être à mesure de faire les paiements et avoir le déposit qui est 10%
du montant. Ouais. Donc si je comprends, toute personne peut être intéressée, peut avoir une parcelle de terre ici au Texas. Oui, oui. Wow. Et financer, avoir le crédit pour financer. Ils n'ont pas besoin de payer cash. Ouais. Mais c'est bien si quelqu'un paye cash. Ouais. Pour ne pas payer les intérêts. Mais il y a la possibilité aussi de prendre et puis payer doucement. Tranquillement pendant ce 30 ans. Oui. Bon, mais pendant ce temps, vous êtes installé sur le terrain, vous construisez votre maison et puis... Super. Ouais. Les personnes intéressées, on va mettre le numéro en bas, les numéros en bas. Appelez pour avoir plus d'informations. Je trouve ça superbe, parce que je me suis dit c'est très important non seulement de parler de ton parcours, mais que les gens voient où tu es aujourd'hui. Et que au point où tu es aujourd'hui, tu peux aider également les autres qui ont vu cette vidéo à monter du niveau où ils sont à un niveau supérieur. C'est ça. Pour ceux qui sont intéressés à investir, même étant en Afrique, hein, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, c'est faisable. Vous êtes aux États-Unis, c'est faisable. Au Canada, c'est faisable. Saisissez l'opportunité. Dernier mot pour la communauté. Parce que cette vidéo, c'est surtout sur ton parcours. Moi, tout ce que je peux dire vraiment à ceux qui nous suivent, c'est quoi? C'est que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et c'est possible. Ne permets pas que d'où tu viens te limite. S'il y a quelqu'un qui était destiné à échouer, c'était moi. J'avais toutes les tendances qu'il fallait, qui pouvaient prédire que j'allais échouer. Mais je n'ai pas cru à ça. Je n'ai pas cru à ça. Et aujourd'hui, je pense que si moi, qui étais dernier, toi qui es mieux que moi, si je l'ai fait, tu peux le faire. Et tu pourras le faire mieux que moi. Donc, je pense que c'est une opportunité pour tous nos amis de l'Afrique, ceux qui sont aux États-Unis et partout. Je crois en toi, je crois à ton potentiel. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand en toi. Je sais qu'il y a un grand rêve en toi. Et tes enfants comptent sur toi, ta famille compte sur toi, tes enfants de ton quartier comptent sur toi. Ceux qui sont dans ta ville comptent sur toi, ton pays. Et surtout le monde entier attend quelque chose de plus grand en toi. Parce que tu es quelqu'un qui a la graine, la sémence de l'excellence. Donc, prends des actions, crois que tu peux le faire, et puis le reste, ce sera une histoire. Merci beaucoup, hein, Raphaël. on va venir sur le Master Coach Raphaël, il mérite son titre. Je t'en prie. Crois que tu peux le croire, et le reste sera histoire. Merci encore pour tout. Et on se voit à la prochaine vidéo. Et bien sûr, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager énormément. Le but de notre déplacement ici, c'est également pour inspirer les Africains. Les Africains doivent comprendre que c'est faisable. Vous avez suivi le parcours de Master Coach. Vous voyez d'où il est parti, où il est. S'il peut le faire, vous pouvez le faire. Donc partagez, mettez le pouce bleu et je vous attends dans les commentaires. Peace.